Je suis avec Lydia qui est tapissier garnisseur. On va parler dans ce podcast La Table des Experts de formation, diversité et mixité. Lydia, est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la formation pour devenir tapissier garnisseur ? Alors bonjour, donc la formation pour devenir tapissier garnisseur, la mienne en tout cas, il s'agit d'une reconversion. Et donc ça a été de faire un CAP au lycée des métiers d'art de Saint-Quentin. Il y a possibilité de continuer bien évidemment sur un bac BMA, DMA. Mais en ce qui me concerne, comme il s'agissait d'une reprise et que j'allais reprendre un atelier et être formée par l'artisan qui souhaitait transmettre son atelier, ça a été suffisant pour moi. C'est génial, ça de pouvoir être directement formé par un artisan qui te transmet justement toutes les ficelles du métier, si je peux me permettre. Et donc effectivement, il y a plusieurs formations possibles, donc qui vont jusque 2 ou 3 ans d'études. Donc des diplômes métiers de l'artisanat, des formations métiers de l'artisanat, des CAP, je crois aussi. Et donc toi, ça t'a pris combien de temps cette formation ? Alors, comme il s'agissait d'une formation pour adultes en reconversion, c'est une formation qui dure 1 an. Enfin, un peu moins d'1 an, mais ça se fait sur 1 an. Parce qu'il n'y a pas toute la partie français, maths, etc. On est vraiment ciblé métier avec la pratique, la théorie des gestes et toute la partie histoire de l'art. Oui, parce qu'il n'y a pas juste savoir mettre des tissus sur des sièges, il y a effectivement beaucoup de choses à savoir pour pouvoir faire ça correctement. Absolument, chaque métier ayant ses spécificités, effectivement. On se situe là avec un métier qui se transmet et qui existe depuis je ne sais combien de siècles. Donc on essaie de garder au maximum la tradition en adaptant bien évidemment aux besoins d'aujourd'hui avec les sièges d'aujourd'hui en utilisant la mousse. C'est une formation quand même vachement pratique au final. Ah oui, oui, complètement. En tout cas, quand on est adulte. Parce que si c'est un jeune, un élève qui part dans cette filière, il aura ses cours généraux, les cours généraux, et la matière comme un bac, enfin, comme dans un bac pro. Donc ici, forcément, ce sera principalement Saint-Quentin. Et on a aussi, même si ce n'est pas en France, mais c'est une très bonne école, on a à Tournai l'école de Saint-Luc. Est-ce qu'il y a des critères de sélection à l'entrée pour rentrer dans cette formation ? Est-ce qu'il y a des concours, des choses comme ça, ou est-ce qu'il suffit de s'inscrire ? Oui, absolument. Il suffit de s'inscrire. Alors, il faut d'abord avoir la méga motivation avant de s'inscrire. Et après, ben voilà, on y va. Hein. Est-ce que c'est une formation où il faut faire des stages ou est-ce que du coup tu as tout à disposition dans les ateliers, peut-être justement à l'école quand tu fais ça à l'école ? Alors, il y a forcément des périodes de stage. Dans tout ce type de métier, on est sur des bacs pro ou des CAP pro. Donc, il y a, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir 2 ou 3 sessions de stage en entreprise. Donc ce qui est génial, c'est ça permet de te confirmer qu'effectivement tu es au bon endroit et que c'est bien ce que tu as envie de faire. Je suppose que c'est mieux de s'en rendre compte avant. Normalement, ça sert à ça, effectivement, parce que on le sait tous, entre ce qu'on apprend et ce qu'on fait tous les jours en atelier est différent. Et au niveau du coût de la formation, est-ce que tu as pu te faire financer la formation ? Est-ce que tu as dû payer toi-même ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect financier ? En fonction des cas de chacun, bien évidemment, il y a possibilité de ce que cette formation soit prise en charge lorsqu'on est adulte. Et si on est inscrit chez France Emploi. On peut être accompagné aussi en tant que jeune, je suppose, par des aides que je ne connais pas, mais il y a moyen. Après, il y a toujours l'alternance, donc ça aussi c'est une façon de faire, et c'est vraiment au cas par cas. Il y a des personnes qui, même s'ils sont inscrits chez France Emploi, n'auront pas la totalité ou l'intégralité, en tout cas, de pris en charge. Il y a toujours une participation qui est quand même demandée, qui est preuve de l'investissement et de l'intérêt qu'on porte réel à effectuer cette formation. Est-ce qu'il y a un système de reconnaissance dans ta profession, un petit peu comme les cartes T pour les agents immobiliers, qui dirait « Ok, je suis un artisan reconnu », un petit peu que j'ai vu sur Internet, par exemple, le label Artisan Tapissier de France. Alors, je ne connais pas ce label, honte à moi ou pas.
En tout cas, oui, comme dans tous les métiers d'art, de l'artisanat, il y a une reconnaissance via la Chambre des métiers, bien évidemment. J'ai été reconnue maître artisan d'art. Il y a 2 ans. C'est l'aboutissement de 10 ans de travail reconnu avec un niveau d'études qui est celui du CAP et un certain nombre de choses de faites dans l'accompagnement, l'accueil, la formation et puis la réalisation de choses dans les règles de l'art. Maintenant, on va passer à la question de la mixité homme-femme. Est-ce que c'est un métier exercé en partie par les hommes, par les femmes? Est-ce qu'il y a une majorité? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu? C'est un métier qui était, alors je dis était, uniquement pratiqué par les hommes, pour des tas de raisons, hein. Et c'était plutôt normal et classique. Aujourd'hui, c'est un métier qui est quasiment devenu féminin. Alors, je vais peut-être faire des vagues, mais parce qu'il y a ce côté, on va dire, déco, tissu, qui peut freiner éventuellement certains hommes. Et il n'y a aucune raison, parce que tout le monde a des idées à son goût, sa personnalité, et c'est toujours aidant et intéressant pour le client, qu'on soit homme ou femme. Du coup, aujourd'hui, c'est un métier plutôt féminin, mais est-ce que c'est difficile quand même pour une femme de se faire une place dans ce milieu? Non. Une autre question. Ok, à l'inverse, est-ce que c'est discriminant pour un homme? Est-ce que c'est dur de se faire une place dans ce métier à l'heure actuelle? Non plus, non, il n'y a vraiment aucune barrière. Enfin, le sujet, il ne se pose pas du tout, en fait, quoi. Donc, ou alors moi, je suis aveugle, mais pour moi, il n'y en a pas. Ok, bah écoute, c'est plutôt cool, hein, que ça soit pas un métier où ça soit gênant, soit d'être l'un, soit d'être l'autre. Est-ce qu'il y a un équivalent féminin au métier de tapissier-garnisseur, ou est-ce qu'on dit tapissier-garnisseur tant pour les hommes que pour les femmes? Alors, on dit tapissier-garnisseur tant pour les hommes que pour les femmes, parce que le métier de tapissière existe en lui-même. C'était historiquement le métier de couturière en ameublement. Parce que c'était les femmes donc qui pratiquaient les travaux d'aiguille pendant que les hommes pratiquaient les métiers de tapissier, mais dans la garniture du siège. Un ou une tapissier-garnisseur, ça ne change pas. Est-ce qu'il y a des inconvénients pour une femme à exercer ce métier? Non. Et est-ce qu'il y a des adaptations à mettre en place? Je pense notamment par exemple au port de charges lourdes. Alors, port de charge lourde, que tu sois une femme ou un homme, le problème il est le même, hein. Quand c'est lourd, grosso modo, même si notre anatomie est différemment faite. Et aujourd'hui, il y a des chariots, il y a des tas d'aides. Nous, on est 4 dans l'équipe, on s'aide, quoi. Donc, non, il n'y a pas de problème. Et est-ce que ce métier te permet d'avoir une vie de famille, une vie personnelle à côté, ou est-ce que c'est un métier ultra prenant et où tu vis de ça tout le temps et tu n'as le temps de rien à côté? Donc, réponse A, tapez sur le bouton 1. Très peu de vie personnelle. Ma vie, c'est ce métier. Donc, voilà, c'est le cas de je ne sais quel pourcentage d'artisans, mais je dirais au moins 80%. Donc c'est un métier passion, tu manges tapisserie, tu dors tapisserie et tu vis tapisserie. Absolument. On va passer maintenant à la différence entre salariat et indépendance. Est-ce que c'est un métier qui s'exerce en priorité en salariat ou est-ce que plutôt en indépendant? Pour tous les gens que je connais, que je fréquente, mon cercle professionnel de potes tapissiers, on est tous installés à notre compte. L'artisanat en général, au début, tu commences, tu fais tes armes en étant salarié si tu as cette chance, parce que c'est pas évident de trouver une petite structure qui a la capacité financière avec les charges d'embaucher, même si le taf il est là. Et l'ambition, elle est à un moment donné de pouvoir s'exprimer complètement avec sa personnalité, ses envies et les projets qu'on a envie de mener. Donc ça finit en général à son compte. Et donc tu vois, tu me disais que vous êtes 4 dans ton établissement. Je suppose que les autres sont salariés. C'est quoi comme type de contrat? C'est du CDI, c'est du CDD, c'est de l'intérim? Enfin, voilà, quel contrat on peut espérer trouver quand on arrive à avoir un taf de salarié? Alors, moi j'ai pris
que des vieux, ça se dit pas, hein. Ils vont rager. Donc j'ai pris des seniors, c'est un choix bien mûrement réfléchi. Et ils sont en CDI. Ok, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients à l'un et l'autre des types d'exercices de cette profession? Comme dans tous les métiers réellement, quoi. Quand tu es salarié, je suppose que c'est pas fait avec l'idée que tu en as, ou c'est pas que ça que tu aurais fait, ou j'en sais rien. Et quand tu es à ton compte, ben, forcément, c'est la même chose, quoi. C'est trop prenant, tu passes trop de temps, tu es toujours à droite à gauche. Et puis à la fin de ta journée, tu n'as pas réussi à faire ce que tu avais dit que tu ferais du matin. Donc voilà. Ok, donc un peu de charge mentale quand on est indep, clairement, comme dans tous les boulots en indep de toute façon. Quand on se lance en tant qu'indépendant, qu'est-ce qu'on doit avoir pour pouvoir se lancer? Au-delà de la formation, mais tout ce qui est machine, matériel, je suppose, voilà, il faut avoir un petit stock. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ben, le coût que ça peut avoir? Est-ce qu'il faut de l'investissement, de l'apport pour se lancer? Alors, en ce qui me concerne, je reprenais un atelier. Donc, c'est une reprise. Il y a un coût qui a été mis sur le fonds de commerce et la reprise du matériel. Donc, moi, c'est ce que je souhaitais faire. Donc, j'ai mis des sous de côté pour réussir à aller jusqu'au bout de mon projet. Dans l'absolu, si tu démarres seul, eh bien, je dirais que l'investissement, il doit être aux alentours, enfin, entre 3 000 et 5 000 euros. J'ai peut-être plus vraiment la notion des coûts parce que ben, moi, c'était il y a 16 ans, donc voilà. Mais et puis après, voilà, en fonction du taf que tu as, etc., tu viens racheter du matériel et puis après, ben, pourquoi pas prendre un local, payer un loyer. Enfin, en général, les gens démarrent chez eux ça permet d'économiser quelques charges. Et puis, ça leur permet également pendant 2-3 ans de voir si c'est viable ou pas, quoi. Donc concrètement, tu peux commencer dans ton garage, c'est pas un souci. Et effectivement, après, connaissant le succès, tu peux envisager d'ouvrir ton établissement. Complètement, ouais, c'est ça. Maintenant, on va parler de la différence entre junior et senior. Est-ce que c'est facile pour un jeune qui commence dans la profession de faire ses preuves, de se faire sa place, ou est-ce que c'est difficile, il faut batailler un petit peu? Alors, il n'y a pas de bataille du tout, hein. La porte est grande ouverte à tous les courageux. Donc, la différence éventuellement qu'il peut y avoir, sans que ce soit cliché, c'est cette notion d'investissement. Oui, investissement, motivation, c'est-à-dire avoir vraiment envie de se lancer et d'être super motivé à aller bosser, quoi. Parce que c'est un métier qui demande à ce qu'on soit à 300% sur le siège, dans l'activité, quoi. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution? Est-ce que on a des grades au-dessus de tapissier garnisseur? Ou voilà, on a parlé du fait de s'installer à son compte, mais est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution au sein même du métier? Alors, possibilité d'évolution, pardon, au sein même du métier dans une entreprise, oui, on peut, je suppose, démarrer tapissier, devenir chef d'atelier, et puis second, enfin, la chose classique. Dans le métier, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'on peut aussi passer des concours. Comme celui de meilleur ouvrier de France, donc être MOF, ce qui demande d'avoir une sacrée carrure, des compétences, du temps également et un peu d'argent. Et on va parler emploi senior. Est-ce que si on se reconvertit sur le tard, voilà, en ayant déjà eu une belle carrière derrière soi, est-ce que le fait d'être avancé dans l'âge peut être gênant pour exercer ce métier, ou est-ce qu'on peut se lancer à tout âge? Alors, je dirais qu'on peut se lancer à tout âge, en loisir déjà, parce que en général, nous on fait des ateliers ouverts au public et en général notre public a aux alentours de 60 ans. Les gens sont à la retraite ou pas loin et ils veulent se faire plaisir, faire des choses d'eux-mêmes. Puis moi c'est un peu en vogue aussi, soyons clairs. Donc ça c'est pour les ateliers et concernant mes collaborateurs, ce ne sont que des seniors. Donc, il n'y a aucun problème à travailler en étant senior.
Ils sont déjà tout poussés. Ils ont la science et la culture de l'entreprise, le respect des collègues, le respect du travail. Donc, c'est en ça que j'ai fait ce choix. Et tu me disais, c'est pas un souci, notamment pour le port des charges lourdes, parce qu'il suffit de s'y mettre à deux pour porter. Absolument. Ben ouais, l'entraide. Maintenant, on va parler RSE. Est-ce que ce métier a un impact positif sur la planète, sur le respect de la planète, sur l'environnement? Alors, je crois que c'est un des métiers qui a pas attendu que le RSE soit en vogue, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans le faire et le refaire, donc on garde des carcasses, on vient retravailler sur des choses existantes, on jette pas. Alors, je crois qu'on est en plein dedans, quoi, hein. Est-ce que ça concerne uniquement les carcasses, on va dire, les chaises, ou est-ce que tu vas aussi aller chercher du vieux tissu que tu vas pouvoir réutiliser? Est-ce que tu vas... Ouais, comment tu fais pour vraiment faire respect de la planète? Alors, au niveau, on est sur on va dire du réemploi, de l'upcycling, hein, concernant la structure du siège. Au niveau du fer, on travaille principalement avec des matières naturelles comme la toile de jute, et le crin animal et le crin végétal. Alors non, on ne tue pas les animaux pour le crin animal, hein, c'est du crin de cheval, donc les animaux, enfin les chevaux sont brossés et on récupère ce crin pour ça. Concernant le tissu, c'est plus délicat parce que le tissu, il a une durée de vie du fait de l'usure par l'utilisation qu'on en a. Donc les tissus, certains, on peut les transformer en coussins décoratifs. On peut mener d'autres actions de réemploi du tissu, comme je peux l'avoir en demande par certaines structures pour qui je travaille. Et imaginons, j'ai un super fauteuil, le dossier est nickel, il faut refaire les petits accoudoirs et tu n'as plus le même tissu. Est-ce que du coup je peux quand même conserver l'arrière et que tu me trouves un tissu recyclé aussi pour ne pas gâcher en fait tout le tissu? Alors, on peut tout imaginer, hein, bien évidemment. Il y a les éditeurs de tissus qui ont bien sûr réfléchi à tout ça et qui proposent des tissus issus de recyclage de tissus. Génial ça, donc en gros on peut trouver selon la collection et selon la marque en gros des chutes de tissu pour pouvoir réparer son fauteuil. Alors, pas des chutes, des tissus neufs retissés avec du tissu qui a été retravaillé et refilé. D'accord, donc au final on peut refaire son fauteuil sans problème, même avec le même tissu. Bon, faut avoir acheté je suppose un fauteuil d'une certaine marque, d'un certain standing, parce que je suppose que tout le monde ne le fait pas. Ouais, les tissus issus de tissus recyclés ont un coût, effectivement. Donc tu parlais de matériaux aussi respectueux de la nature, tout ce qui est colle, vernis, etc. Est-ce que tu arrives aussi à trouver des produits respectueux de l'environnement? Alors, en sachant qu'on est dans une entreprise où il y a des salariés, je suis tenue à certains emplois ou non-emploi de produits. Donc, les colles, elles sont sur base aqueuse, les vernis également. Donc, voilà, il y a des choses où on ne peut pas aller autrement. Après, c'est aussi d'autres techniques, d'autres coûts, surcoûts qui se retrouvent sur la facture du client et il faut retrouver notre client quand même, quoi. Ok, donc c'est quand même un métier qui respecte fortement l'environnement, mais si on veut encore plus, ben, il faut pouvoir allonger les billets, quoi. Et oui, malheureusement, ouais. Et donc là, tu m'as parlé de crin de chevaux. Est-ce qu'en termes de respect des animaux, il y a d'autres choses justement qui sont mises en place pour éviter de torturer des animaux et des petites bébêtes? Alors, ici, on refait le matelas de laine. On fait encore des matelas de laine avec de la laine de mouton. Et donc, le mouton, on le tue pas hein, pour avoir sa laine. Le mouton, on le tond. C'est vieux comme depuis vieux, je ne sais même pas. Et heureusement qu'on tond ce mouton parce que si on ne le tond pas, le mouton est étouffé par sa laine qui se resserre sur lui et peut aller jusqu'à l'empêcher de respirer et donc paf le mouton. Merci les matelas de laine au final. Complètement, carrément, ouais. Est-ce qu'en matière d'inclusion sociétale, c'est un métier qui est accessible à tout le monde, peu importe son milieu social, peu importe son histoire, peu importe d'où il vient? Bah oui, carrément. Il y a il y a aucune barrière à rien, mais il y a aucune barrière à rien dans rien, quoi, en fait, hein. Donc c'est vraiment une question de volonté, de jusqu'au boutisme et puis voilà, hein.
Est-ce que l'intelligence artificielle a un impact sur ton métier? Est-ce que tu l'utilises? J'ai déjà du mal à utiliser mon PC, les logiciels 3D, etc. Alors, l'intelligence artificielle, j'y suis pas du tout. Est-ce que mon métier peut en être impacté? Je ne sais pas. Je crois pas qu'elle peut venir avec ses petites mimines, venir faire du fauteuil. Donc, normalement, on est bon. Et est-ce que tu penses que ça peut un jour t'aider sur certains aspects? Oui, là, je pense que oui. Faut pas être stupide non plus. On a ces outils qui sont à notre disposition tant qu'on les utilise à bon escient, en bonne intelligence, pour des recherches, des documentations. Sans oublier que quand même, ça reste une intelligence artificielle qui vient slider des tas de données. Il faut quand même vérifier ce qui est rendu avant de nous-mêmes le livrer, hein. On va parler maintenant de handicap. Est-ce que le métier de tapissier garnisseur est adapté à tout type de handicap? Est-ce que, en fonction du handicap, c'est possible, impossible ou possible avec des adaptations? Si oui, lesquelles? Si je te dis handicap moteur, donc handicap en fauteuil roulant par exemple. Alors, handicap en fauteuil roulant, faut que l'entreprise soit à même d'avoir l'espace suffisant pour accueillir un fauteuil roulant. Sinon, on peut tout à fait utiliser, je suppose, le haut du corps pour faire certaines tâches. C'est toujours la même chose, hein. C'est une question de volonté de l'employeur, de se dire, moi je vais jusqu'au bout de la démarche et ça me convient et il y a du taf. On peut travailler avec des personnes qui ont leur mobilité restreinte. L'accueil client peut être réalisé également. Donc le plus important en gros c'est d'avoir l'utilisation de ses mains, si j'ai bien compris dans ce métier, parce que c'est un métier manuel. Ouais, c'est un métier manuel. Effectivement, faut avoir la mobilité de toute la partie haute. Ça, c'est certain. On a aussi, j'oubliais, la couture. Donc, avec des adaptations, il y a moyen aussi de coudre. Ça demande forcément, comme on disait, des installations particulières. Et on a des organismes qui prennent en charge une très grosse partie des frais qu'il pourrait y avoir pour accueillir une personne avec un handicap. Si je te dis handicap auditif, est-ce que c'est possible de faire ce métier? Alors oui, il faut mettre des loupiottes qui s'allument si jamais il y a un risque, comme partout, quoi. Non, tout est possible. Donc c'est pas gênant de ne pas avoir d'audition pour faire ce métier? Non, je crois pas, non. Enfin, comme ça évite de m'entendre hurler dans l'atelier quand quelque chose m'énerve. C'est peut-être même un avantage. Si je te dis handicap visuel? Je ne sais pas comment on peut pratiquer ce métier avec un handicap visuel. Est-ce qu'on peut faire ce métier en ayant un trouble du syndrome autistique? Oui, tout à fait. Après, il y a des niveaux de syndrome qui empêchent d'intégrer une équipe sans que ce soit compliqué, aussi bien pour la personne autiste que ses collègues. Mais j'ai pris des gens en stage qui avaient ces syndromes. Oui, et sans aucun problème, à partir du moment où on se comprend, qu'on se met des codes pour que ça aille vite en cas de crise, de panique ou je ne sais. C'est toute une question de communication, hein. Après, tout va bien. Si je te dis trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, le TDAH, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est compliqué? Alors, je pense que c'est possible. Je pense qu'il y a des postes où il vaut mieux pas. Mais c'est toujours pareil, hein. Il y a des niveaux différents. Je dirais que sur les premiers paliers, les premiers niveaux, je vois pas de soucis qui soient des soucis empêchants à 100%. Après, quand on est sur des hauts niveaux, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a danger. Ça marche. Donc en gros, on peut se dire, toutes les demi-heures, je vais faire une petite pause pour aller me défouler, par exemple, et puis me reconcentrer juste après. Ça peut être une bonne adaptation. Ouais, complètement. Si je te dis personne qui a un trouble 10, donc ça peut être dysorthographique, dyscalculique,
dyslexique, etc. Est-ce que c'est gênant dans ce métier ou pas? Non, non. Non, parce que notre métier est super varié. Si tu as un problème dans tel ou tel domaine, ben c'est tout. Je te fais pas faire ça, quoi. Ou tu fais pas ça, tu laisses faire ton collègue. Ou, tu vois. Et toi, tu fais ce que tu peux faire de bonne façon. Enfin, il y a toujours moyen de s'en sortir. Enfin, en tout cas, ici, il y a toujours moyen de s'en sortir. Si je te dis HPI, donc au potentiel intellectuel, qui n'est pas considéré comme un handicap, mais qui peut être notamment un handicap de socialisation, on va dire, puisqu'on n'a pas toujours les codes pour comprendre les autres, est-ce que c'est gênant ou pas pour ce métier? Je crois pas. Si je te dis hyperactivité, donc un petit peu comme le TDAH tout à l'heure, mais juste qui tient pas en place, est-ce que c'est possible pour ce métier? Dans l'absolu, enfin, je me répète, bien évidemment, tout est possible. Mais il est évident que ça va impacter le travail rendu, la qualité du travail. Parce que, en tout cas, en tapisserie, quand tu commences quelque chose, faut qu'il y ait une continuité dans ton piquage, etc. Donc, si tu as des coupures dans ton activité qui sont trop récurrentes, on va le voir sur le travail qui est effectué. Et donc il faut une certaine minutie aussi, être capable de se concentrer, de faire des choses de manière minutieuse. En tout cas, un minimum de temps. Enfin, tu parlais de 30 minutes tout à l'heure, ça me paraît être un minimum, quoi. Ouais. Ça marche, hyperactivité, je vois plus le fait de justement de pas tenir en place, d'avoir du mal à travailler à un poste assis. Mais il y a des adaptations, par exemple le fait d'avoir un poste de travail où par exemple tu as un truc pour pédaler en dessous. Alors je sais pas si c'est possible dans ton activité, mais je sais qu'il y a des sociétés, des métiers où c'est possible. Ouais, en ébénisterie, c'est possible. On pourrait faire ça avec les machines à coudre d'ancien temps, les anciennes singères, où il fallait pédaler, en tout cas, pour activer les points. Je pense que dans notre métier, enfin déjà, on ne travaille pas assis, on est principalement debout. On est toujours en train de tourner autour de notre ouvrage. C'est loin d'être un métier statique. Enfin, ça bouge tout le temps, quoi. Donc, je pense qu'il y a moyen de trouver son compte. Est-ce que par exemple, si on a des hyperesthésies, ça peut être gênant? Notamment, je pense au fait de l'hyperesthésie cutanée, donc c'est-à-dire de ressentir tout plus fort sur les doigts et d'avoir ce côté désagréable, par exemple, quand on met les mains dans une pâte à gâteau et de trouver ça horrible. Oui, donc oui, c'est embêtant, bien évidemment, on travaille avec nos mains, donc voilà, mais enfin un coup de marteau, un coup de ramponneau, un coup de scie, un clou sur lequel on marche, donc effectivement, ce sera x12 ou x100 ou 2000 par rapport à nous quand ça nous arrive, et là, on peut pas grand-chose, quoi. Ça marche, mais donc on touche aussi beaucoup de matières différentes et variées, et donc je pense notamment à ça, au fait que bah voilà, faut pas avoir les poils qui se hérissent en touchant voilà, du tissu, quoi. Ouais, non, là, c'est compliqué, hein, carrément.